L'économie encore un coup d'arrêt pour le TAFTA, le fameux traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. La France demande que soit mis un terme aux négociations. Des voix s'élèvent aussi en Allemagne dans le même sens. Magali Boissin. Des échanges dans le plus grand secret depuis 3 ans. 14 cycles de négociations entre Américains et Européens sur le TAFTA. Et aujourd'hui un traité transatlantique de libre-échange en échec. La France demande l'arrêt des discussions qu'elle juge dominées par les Américains. Les Américains ne donnent rien, ou alors des miettes. Il faut un coup d'arrêt clair, net et définitif pour ensuite pouvoir reprendre des discussions sur de bonnes bases. Le traité est censé donner naissance à la plus grande zone de libre-échange au monde. 820 millions d'habitants, 50% de l'économie mondiale. Moins de droits de douane à la clé et des milliers de normes à harmoniser des deux côtés de l'Atlantique. Dans l'agriculture, l'industrie, l'énergie, les télécoms, les produits chimiques ou encore la santé, difficile parfois de se mettre d'accord avec les États-Unis, par exemple sur la réglementation des crèmes solaires, la part d'OGM dans la nourriture du bétail ou l'utilisation du chlore pour laver la volaille. Ce soir, la Maison-Blanche indique qu'elle compte bien poursuivre les négociations du traité avec la Commission européenne, en dépit du veto français. Et derrière ces blocages, derrière cette méfiance, il y a un ressort, celui du patriotisme économique. Le mot est en vogue en France, mais d'autres pays le mettent en avant depuis longtemps. Voici un exemple frappant, celui de l'Australie. Envoyés spéciaux Julien Pelletier, Lucie Dévaux. C'est le symbole de l'Australie, une silhouette que l'on trouve partout, au bord de la route, mais aussi dans les magasins. Un kangourou dessiné d'un trait de crayon dans un triangle vert. Le logo indique que le produit a été fabriqué ou transformé dans le pays. Et on le trouve dans tous les rayons, sur les produits agricoles comme ces grains de maïs, mais aussi sur des articles plus surprenants. Vous avez la nourriture pour les animaux ici, là en bas la litière pour chat, vous avez le papier toilette et de l'autre côté les confitures. Partout ? Oui, il suffit de regarder et on en trouve. Côté prix, les produits alimentaires avec logo ne sont pas plus chers que les autres. En revanche, il faut souvent ajouter quelques dollars quand il s'agit de produits manufacturés. Les importations asiatiques sont imbattables. Malgré cela, le triangle fait vendre, alors les commerçants le mettent en avant. Parfois, on nous demande où le trouver. Quand il n'y en a pas, certains nous demandent d'en proposer. Alors, on essaie de faire ce que veut le client. Des clients pour qui faire les courses est un acte citoyen. Je crois que ce sont de très bons produits. Vous les achetez pour la qualité ou pour soutenir l'économie ? Les deux, mais surtout pour soutenir l'économie. Je pense que nous devons soutenir les industries locales, sinon on risquerait de les perdre. À la fin de la journée, je me dis que j'ai permis à quelqu'un d'aller à l'école ou payer son loyer. Alors même s'il faut payer un peu plus, si ça revient dans les poches d'un Australien, je suis prêt à ça. Le label Australian Made existe depuis 30 ans. Et bien plus qu'un logo, c'est devenu une marque. Mise en avant dans les journaux, sur les panneaux dans la rue, au bord des routes et même dans des publicités à la télévision. Vous pouvez acheter ces conserves de tomates australiennes ou alors des moins chères. Mais avec celle-ci, j'ai un travail. Et si vous ne trouvez pas le produit Australian Made que vous cherchez dans votre magasin habituel, il existe un site internet que vous pouvez consulter sur votre mobile. Prenons l'exemple d'un t-shirt qui est un produit souvent importé. Il y a 131 résultats avec la description du produit, le magasin où vous pouvez le trouver, ainsi que son adresse. Pour prétendre afficher le logo, il faut que plus de 50% de la valeur de l'article ait été produite en Australie. C'est le cas de ces barres de céréales fabriquées dans la banlieue de Sydney. 70% des ingrédients sont produits en Australie. Les céréales soufflées juste ici et le miel aussi viennent d'Australie. Et on achète les amandes chez un producteur australien. L'entreprise fabrique une vingtaine de produits qui bientôt afficheront tous le logo triangulaire. Mais pour avoir le droit de l'imprimer, il faut payer une redevance. On ne peut pas seulement écrire Australian Made sans le logo. C'est pour ça que nous avons dû le faire. Une réglementation qui va encore se renforcer sur les produits alimentaires. Dans quelques semaines, ces nouveaux logos entreront en vigueur,
indiquant précisément quelle part du produit vient d'Australie. En bref, cette confirmation, on l'évoquait hier, c'est bien une amende de l'ordre de 17 milliards d'euros, intérêts et pénalités comprises, qui est infligée à Apple par la Commission européenne. Le groupe américain fait appel de cette décision. Un nouvel afflux de migrants en Méditerranée pour la seule journée d'hier. 6500 personnes, des hommes, des femmes, des enfants ont été secourus au large des côtes libyennes. Les gardes-côtes italiens sont débordés. Le dossier de cette édition sur le triomphe de l'Espagne, le triomphe touristique de l'Espagne. Comme le Portugal, le pays affiche une progression de fréquentation record en cette fin d'été. Pourquoi ? Et pourquoi tant de Français là-bas ? On parle souvent de la Catalogne, mais l'Andalousie est aussi au premier plan. Envoyés spéciaux à Grenade, Anaïs Barre, Guillaume Marc. Au cœur des terres andalouses, Grenade, ces maisons blanches sous un soleil de plomb, et surtout l'une des forteresses les plus visitées au monde, l'Alhambra. Cette citadelle arabe baignée de verdure, au beau milieu de l'Espagne catholique, une curiosité arpentée par 7000 touristes par jour. Dans ce groupe de Français, beaucoup ont fait le voyage jusqu'au sud de l'Espagne pour découvrir l'Alhambra, bâtie par des sultans au XIIIe siècle. Ici, les cultures et les religions s'entremêlent tout au long de la visite. Sur l'église de Sainte-Marie d'Alhambra, c'est où était la mosquée à l'époque arabe. Les trésors de l'Alhambra, ce sont surtout ses palais. Sobres à l'extérieur, somptueux à l'intérieur. Avec des patios luxuriants et de grandes fontaines. L'eau, un signe de richesse pour les sultans et les rois qui vivaient ici. Une oasis qui séduit nos touristes. Tout est authentique, on est dans un cadre médiéval et en même temps dans un monument majeur, architecture islamique, quelque chose de vraiment très joli. Et ouais, faut au moins avoir fait ça une fois dans sa vie. Le plus beau ici est inaccessible. Des plafonds ornés d'une dentelle de marbre et de chaux, et par endroits quelques touches de bleu rappellent que ces reliefs étaient multicolores. Maintenant, ça pose des questions, par exemple l'architecture, comment ils ont fait à l'époque, parce que c'était pas les mêmes moyens. Et même aujourd'hui, c'est encore impressionnant. En fin de visite, certains touristes auront la chance d'apprécier ces jardins de nuit en dormant dans l'Alhambra, dans ce couvent franciscain transformé en hôtel de luxe. José Carlos Sanchez est le directeur de l'hôtel. Nous allons passer dans la zone réservée aux clients de l'hôtel. Pour dormir ici, il faut réserver plus de 3 mois à l'avance et débourser 340 € la nuit. Un prix élevé, mais une partie du chiffre d'affaires finance l'entretien du bâtiment. Tout type de clients se croisent ici, anonymes comme personnalités. Grace et Régnier de Monaco sont venus ici pour leur lune de miel. Et Saddam Hussein, quand il était encore un ami de l'Occident. Aussi, François Mitterrand. Au pied de la colline, la vieille ville de Grenade. Ici aussi, les cultures se mélangent. Dans les anciens quartiers, arabes, juifs, gitans. Au détour d'une ruelle, une cathédrale. Et à quelques mètres de là, le souk transporte les touristes directement au Moyen-Orient. C'est agréable, quoi. Il y a une autre ambiance que l'ambiance juste espagnole, quoi. Là, ça fait un peu ambiance orientale, ouais, c'est sympa. C'est très beau. J'aime les couleurs et le dynamisme de cette ville. Qu'est-ce qui est spécial ici ? Ce qui est spécial, c'est l'atmosphère. À la nuit tombée, c'est la culture andalouse qui résonne dans le quartier gitan de la ville. Tous les soirs et depuis 60 ans, cette grotte taillée dans la pierre s'anime au rythme du flamenco. En coulisses, Sarah et Redia se préparent. Le flamenco, un héritage de sa grand-mère. C'est le vêtement typique, des pois, des fleurs. C'est quoi le plus important pour le flamenco ? Les volantes gitanes. Et chaque soir, les mêmes gestes. Je mets la fleur. C'est parti pour la danse. Pendant plus d'1 heure,
La voix, le rythme racontent les rituels gitans. Qu'est-ce qui vous a le plus... Oui, l'intensité dans la danse. Vraiment, on sent les vibrations de la culture. Le spectacle affiche souvent complet. À la sortie, les touristes peuvent en admirer un dernier, l'Alhambra au clair de lune. Voilà, petite précision, l'épouse d'Emmanuel Macron, Brigitte Macron, était sa professeure de français et non pas de philosophie. Merci de nous avoir suivis. Vos rendez-vous par en mode d'emploi. La météo toujours lumineuse de Chloé Nabédian, 20h55, secret d'histoire avec Stéphane Bern. Ce soir, Alexandre le Grand, des rêves et des conquêtes. Et on se quitte avec les Nuits magiques du Grand Nord, festival de couleurs 100% naturel avec ses aurores boréales dans le ciel d'été. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.